Thomas Rozek. Difficile à chaque mois de novembre de ne pas avoir en tête tout ce que le terrorisme fait peser depuis quelques années maintenant sur nos vies à tous. Car quand il n'assassine pas brutalement nos concitoyens, il nous pousse surtout, et c'est là son but ultime, à nous déchirer, à nous détester, à nous enfoncer dans des débats médiocres qui jour après jour abîment notre force collective. À ce titre, Daesh, l'organisation État islamique, est allé nettement plus loin que ses prédécesseurs. Ironie de l'histoire, alors que nos divisions, nourries par la menace terroriste, n'ont jamais été aussi fortes, Daesh, de son côté, est au bord de la disparition, fragilisé par ses défaites militaires et la mort, fin octobre 2019, de son leader historique, Abu Bakr al-Baghdadi. Une disparition qui sera plutôt une mutation, vu la façon dont ces groupes fonctionnent et se suivent. Alors avant que celle-ci n'ait lieu, prenons le temps de remonter le fil chronologique de cette organisation née il y a 15 ans dans une prison bien spéciale, la prison irakienne de Camp Bouka. Cette histoire, elle sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour évoquer tout cela, c'est Nicolas Hénin, ancien reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient, désormais consultant et auteur. Il a par ailleurs été otage en Syrie de l'État islamique pendant 10 mois avec 3 autres journalistes entre 2013 et 2014. J'ai commencé par partager avec lui un sentiment, celui de la difficulté qu'il y avait à trouver un point de départ à cette histoire, justement à cause de la tendance qu'ont ces groupes à ne jamais vraiment disparaître, mais à se dissoudre les uns dans les autres. Il y en a plusieurs des points de départ de l'État islamique. En l'occurrence, bien sûr qu'on pourrait parler de Camp Bouka comme le point de départ. Et d'ailleurs, plusieurs articles de presse, plusieurs documents de littérature, y compris scientifiques, rappellent le rôle essentiel de Camp Bouka, donc de cette prison américaine militaire du sud de l'Irak, dans l'éclosion et la présence comme une pépinière de l'État islamique. Les milieux pénitentiaires sont un bouillon de culture. Et ça, on le sait bien. Ça a été pas mal documenté. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui encore documenté en France. On parle énormément de radicalisation en prison. Sauf qu'on oublie de dire que l'administration pénitentiaire a vécu, a expérimenté avant même le reste de la société le problème de la radicalisation islamiste. Parce que la prison, c'est un petit peu comme une éprouvette de laboratoire. Vous allez avoir dans un milieu clos des germes particulièrement actifs. Et de la même façon que des germes qui, en biologie, à température ambiante et à conditions extérieures, mettent beaucoup de temps parce que les conditions sont moins favorables à leur reproduction ou à leur croissance, mettent beaucoup de temps en milieu extérieur, dans l'éprouvette, maintenue dans ce milieu avec une certaine concentration et une certaine chaleur, on va avoir ces germes, ces phénomènes qui se développent beaucoup plus vite. Donc ce qu'on va voir en France, dans le milieu ouvert, donc dans la société, apparaître seulement à la fin des années 2000 ou au tournant des années 2010, on l'avait vu apparaître avec une décennie d'avance dans ce milieu un petit peu expérimental, éprouvette, que constitue le cadre pénitentiaire, les prisons de France. C'est un petit peu, d'une certaine façon, ce qu'on a constaté dans cet environnement du sud de l'Irak. Pour retracer un petit peu l'histoire, on a, en avril 2003, l'invasion de l'Irak. Cette invasion s'accompagne évidemment de l'arrestation d'un certain nombre de prisonniers de guerre. Beaucoup de prisonniers de guerre ont été relâchés, mais pas tous, en particulier parmi les officiers. Donc on a des personnes qui ont plutôt un profil nationaliste, voire baasiste, une certaine fidélité au régime de Saddam Hussein. Et puis, assez rapidement aussi, après l'invasion, on a des personnes qui se lancent dans une forme de résistance, une insurrection face à l'occupation sous direction américaine, mais avec une coalition d'une douzaine de pays autour. Et puis, évidemment, dans le cadre des opérations de contre-insurrection, on a des actions de neutralisation létale, donc des ennemis qui sont tués, et aussi un certain nombre d'interpellations. Et ces insurgés se retrouvent incarcérés. Dans un premier temps, ils se retrouvent principalement incarcérés, comme ils sont principalement dans la zone autour de Bagdad, dans le centre et le nord de l'Irak.
ils se retrouvent, les Américains se retrouvent réactiver l'infamante prison politique qui était la grande geôle politique dans les faubourgs de Bagdad, à une quarantaine de kilomètres de Bagdad, d'Abu Ghraib. Abu Ghraib qui fait l'affaire en avril 2004 d'un scandale colossal avec la publication des photos sur les sévices menés contre les prisonniers, qui porte un coup assez colossal à la stature morale et de l'occupant américain, qui était là, rappelons-le quand même, avec une certaine vision messianique, avec sans doute pas mal de propagande de guerre derrière, mais en tout cas en prétendant propager, répandre la démocratie, et qui se retrouve la main dans le pot à confiture à avoir des crimes de guerre potentiels, en tout cas de sérieuses entorses au droit de la guerre qui sont révélées avec la publication de ces photos. Dans la foulée, ils décident de réformer et d'évacuer assez largement cette prison d'Abu Ghraib et de transférer le plus gros de leurs détenus dans ce camp militaire qui est quasiment posé sur la frontière koweïtienne, donc à l'extrémité sud de l'Irak, et accessoirement ce qui leur fournit une énorme sécurité pour la garde des prisonniers, puisqu'on est très profondément dans le pays chiite. Or, tous ceux qui sont soit partisans de Saddam, soit pro-djihad, sont des sunnites, et donc on va les mettre profondément dans le pays chiite. Donc si jamais il y avait une évasion, ils pourraient très peu bénéficier de complicité de la population locale pour pouvoir s'échapper. Et donc ils créent Kambuka avec au départ des intentions extrêmement vertueuses. Ils tiennent à ce que ce camp soit une prison modèle. Modèle dans sa gestion, modèle dans la façon dont elle va être organisée. Et ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que Kambuka est présumé être une réponse à Abu Ghraib et à ses sévices. Et dans la pratique, on va retrouver jusqu'à 26 000 détenus avec un mélange de profils. En gros, tous ceux qui en veulent aux États-Unis, à l'occupant, et par extension, puisqu'on a une coalition à l'Occident, vont s'y retrouver avec un vaste mélange de personnes qui ont plutôt des capacités militaires, mais ne sont pas particulièrement versées dans le militantisme religieux, ou à l'autre extrémité du spectre, des personnes qui sont religieusement très rigoristes, mais qui vont potentiellement manquer de structuration politique, ou alors de connaissances militaires, ou de connaissances ou de capacité à organiser une insurrection. Et en fait, ça va produire un colossal bouillon de culture extrêmement néfaste, qui fait que le terme de pépinière de l'EI pour Kambuka n'est pas démérité. C'est pas l'explication unique, c'est pas le seul endroit où Daesh s'est formé, mais ça a été une véritable pépinière, oui. Cette union, on va dire cette académie quasiment de formation de l'État islamique, elle se fait, on va dire, au nez et à la barbe des geôliers américains. À aucun moment, les services de renseignement, qui forcément s'intéressent, j'imagine, à ce qui se passe dans la prison, ne se rendent compte de ce qui est en train de se produire sous leurs yeux. C'est pire que cela. C'est pire que cela, parce que d'une certaine façon, pour se décharger d'une partie de la régulation du camp, parce que quand vous avez 26 000 détenus dont vous ne parlez pas la langue, je caricature à peine, vous avez une grosse difficulté à contrôler cette masse. Il ne faut surtout pas avoir en tête qu'une prison, c'est quelque chose de passif, ou qu'un
prisonnier est quelqu'un qui est juste neutralisé, passif et va cesser d'avoir des interactions sociales. Au contraire, c'est quelqu'un qui va évoluer idéologiquement, qui va créer des amitiés, des inimitiés, qui va passer son temps à discuter parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire quand on est prisonnier bien que de taper la discute. Et donc c'est un prisonnier, c'est quelqu'un de très actif. Et donc les Américains, de façon à sous-traiter en partie la régulation de ce camp, vont désigner des délégués. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont reprendre un système en fait extrêmement arabe. Le système qu'on appelle celui des chaouches. Le chaouche, c'est un peu le délégué de classe. Donc pour chaque tente, celui qui va être le référent, c'est celui qu'on va taper si jamais il y a une émeute ou quelque chose qui se passe mal. Mais en même temps, c'est aussi celui qu'on va récompenser si jamais eh bien, la tôle est bien gardée et que tout le monde se tient à carreau. Le chaouche, c'est le sous-officier de la prison. Ça vient du vieil ottoman chavouche qui veut dire sergent. Et c'est un système que l'on retrouve de facto de façon traditionnelle dans les prisons arabes et qu'ils vont reproduire. Le problème, c'est qu'Abou Bakr al-Baghdadi, qui va devenir le calife, avait été choisi comme chaouche. Et donc s'était retrouvé dans une position de légitimité à la fois pour les geôliers américains, mais aussi pour les prisonniers. En tout cas pour le peloton de prisonniers en quelque sorte dont il était responsable. Et d'après plusieurs témoignages qu'on a eus, il me semble que c'est en particulier Hadji Bakr qui est un type qui ensuite va être envoyé par Jolani pour venir contaminer la révolution syrienne à la cause djihadiste. Eh bien, Baghdadi va gagner ses galons de meneur d'hommes et expérimenter avoir aussi une école de l'autorité, une école de l'influence, une école va transformer son expérience de détention en une école de comment mener des hommes et comment, avec toutes les petites tactiques aussi qui peuvent être très basses, de manipulation des gens, de manipulation aussi dans les deux sens, parce qu'il faut, on peut imaginer très volontiers qu'il cherchait aussi à bien se faire voir de la part des geôliers de façon à obtenir je ne sais pas quel privilège. Et cette expérience donc de sous-officier de la pénitentiaire en quelque sorte a sans doute été une page assez importante dans la formation personnelle du caractère aussi d'Abou Bakr al-Baghdadi. Comment est-ce que cette proto-organisation de l'État islamique sort de la prison de Camp Bouka? Comment est-ce qu'elle arrive justement à retrouver la liberté et à mener ensuite ses actions et sa campagne terroriste? Ça nous renvoie en fait à un autre cliché qui est extrêmement répandu à propos des prisonniers. On a l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un se fait arrêter, quelqu'un part en prison, eh bien la société est sauvée. Et que la personne est neutralisée. Il faut garder à l'esprit, je pense, que tout prisonnier, y compris le pire des terroristes, a vocation à sortir et demain à se retrouver, à nouveau interagir en société. Et Camp Bouka a été rempli, mais Camp Bouka a aussi été vidé. Et de façon assez naturelle, parce que au fur et à mesure, les prisonniers étaient réévalués et on cherchait leur réinsertion. On ne peut pas garder ad vitam aeternam 26 000 prisonniers de guerre, et surtout dans une guerre asymétrique comme celle-ci. Il y a une campagne de contre-insurrection. Surtout quand on a démarré sur un aussi mauvais pied qu'Abu Ghraib et qu'on se sait désormais scruté de façon très active par tout ce qu'il peut y avoir d'organisation de suivi des droits de l'homme. À un moment, il faut aussi travailler à la réinsertion des personnes. Et bien sûr qu'on a eu quelques dizaines de personnes
dont une grosse demi-douzaine qui vont devenir parmi les cadres principaux de l'EI, qui ont été libérés de Camp Bucca. Mais il reste que sur les 26 000, l'immense majorité sont retournés à la vie civile et n'ont jamais fait reparler d'eux. Donc c'est toute la difficulté en fait de qu'est-ce qu'on fait avec des détenus terroristes et qu'est-ce qu'on fait avec des détenus d'une façon générale. Ça nous renvoie aussi à des questions assez philosophiques sur la réhabilitation d'anciens délinquants, d'anciens terroristes, qui est nécessaire, qui est dans l'immense majorité des cas, encore une fois, un succès, parce que l'immense majorité des personnes qui sont emprisonnées pour des faits de terrorisme ne vont jamais refaire parler d'eux. Mais oui, parmi les prisonniers qui ont été écroués pour des faits de terrorisme, on va toujours avoir une petite minorité qui va revenir au terrorisme et à nouveau commettre des attentats, voire recréer des groupes, voire être des piliers de la génération suivante. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'État islamique Daesh se retrouve dans une situation qui est similaire à celle de son ancêtre, l'État islamique en Irak, lorsqu'il se retrouvait quasiment éteint en 2009-2010, sans leader, chassé par les populations? Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Est-ce qu'il se retrouve dans une situation similaire? Est-ce qu'il peut muter, évoluer, revenir, se recréer sous une autre forme? À une différence près, c'est qu'à mon sens, il est dans une situation bien plus favorable. À la veille du printemps arabe, non seulement l'État islamique en Irak est largement défait, mais par ailleurs, l'environnement lui est très défavorable. Aujourd'hui, bien sûr qu'il a subi des coups majeurs, d'abord sa perte de territoire et puis aussi la perte de son leader, et leader qui a été remplacé par un personnage complètement fantomatique. Potentiellement, il n'y a pas de leader aujourd'hui de Daesh. On ne connaît qu'un nom de guerre, et un nom de guerre que potentiellement n'importe quelle personne physique existante pourra demain adopter et récupérer. Donc on a une direction complètement vaporeuse, complètement fantomatique, qui fait que oui, bien sûr, l'EI est aujourd'hui dans une situation extrêmement défavorable, sauf que le reste de l'environnement est très favorable à sa résurgence. En particulier sur les bases qui avaient fait son succès au tout début de l'insurrection irakienne, dans la foulée de l'invasion américaine, en l'occurrence des bases sectaires. Dans son opposition frontale avec les chiites, gouvernement chiite à Bagdad, régime chiite à Damas, et des bases sectaires aussi dans son opposition avec les Kurdes et avec une situation très volatile et très complexe, avec énormément d'ingérences étrangères, ingérences turques, ingérences russes, ingérences iraniennes, dont les populations locales devront se débarrasser pour réussir à être enfin maîtres de leur destin. Parce que en fait, je pense que la clé pour résoudre le terrorisme dans ce Moyen-Orient, dans cette zone à cheval entre la Syrie et l'Irak, c'est de permettre aux populations locales d'accéder à un destin politique dont elles seront maîtres et dont elles ont été privées depuis des décennies. Reste dans cette histoire un pan entier à écrire, celui du destin des anciens combattants djihadistes, hommes et femmes, et celui de leurs enfants, source de bien des débats et des tractations. Mais c'est un sujet qui mérite un épisode à lui tout seul. Merci à Nicolas Hénin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.